Est-ce qu'on va en haut de la Tour Eiffel alors? Vous voulez faire une vidéo touriste, faut monter en haut de la Tour Eiffel en vrai. Avec l'arrivée de l'été, vous envisagez peut-être d'acheter un appareil photo jetable pour ramener des souvenirs de vacances. Parce que même si d'habitude vous êtes plutôt du genre à prendre des photos avec votre téléphone, vous vous dites peut-être que quand même l'argentique c'est pas pareil et que ça va être trop cool de découvrir les photos en rentrant, et vous avez complètement raison, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des vidéos sur cette chaîne qui parlent de photos argentiques. Mais même si vous êtes déjà un vétéran de l'argentique, vous êtes au bon endroit, parce qu'aujourd'hui on va mettre face à face 3 appareils photo jetables couleur qui pour moi sont les plus faciles à trouver, le Kodak FunSaver, le Fujifilm QuickSnap et l'Agfa Photo Le Box. Dans cette vidéo, on va déterminer lequel est le plus adapté à ce que vous recherchez en analysant les performances de ces 3 appareils selon le look des images, la qualité optique et bien sûr le prix. Pour ce comparatif de l'accessoire préféré du vacancier des années 90, on a voulu se mettre en situation, alors on est allé faire une sortie photo vers le monument le plus emblématique du tourisme à Paris, la Tour Eiffel. Oh, ce petit bruit, j'adore! Faut que je fasse attention aux doigts devant l'appareil. Ah ouais. Après, est-ce que ça serait une photo de touriste s'il n'y avait pas le doigt devant? C'est vrai. Oh, on voit beaucoup mieux dans le Fuji. L'histoire de l'appareil jetable tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec une pellicule 35 mm préchargée dans un boîtier en plastique, ça commence en 86 avec le lancement du premier Fujifilm QuickSnap. L'idée est géniale parce qu'en vendant cet appareil préchargé d'une pellicule, sans mise au point et sans réglage d'exposition, on rend la photo ultra accessible. The Fuji QuickSnap, the camera and film rolled into one. En plus, le tout est dans un appareil en plastique hyper léger qui sera jeté au moment du développement, donc au final, c'est pas si grave si on l'abîme, voire même si on le perd. À sa sortie, le succès du QuickSnap est immédiat, alors forcément, Kodak sort son propre appareil jetable 35 mm 2 ans plus tard, suivi par Agfa en 95. Dans les années 90, l'appareil photo jetable devient donc un objet que beaucoup de gens emmènent en vacances ou qui passe de main en main en soirée et que j'ai moi-même pas mal utilisé quand j'étais enfant. Aujourd'hui, le principe du jetable est resté exactement le même, si ce n'est le fait qu'on a maintenant des modèles qui vont sous l'eau ou encore des versions avec un flash, comme sur les appareils qu'on teste aujourd'hui. Et ce qui est assez incroyable, je trouve, c'est qu'avec le QuickSnap, le FunSaver et le Box, on a quand même 3 références qui continuent d'exister sous le même nom depuis près de 4 décennies. Non, pour pas trop... Par contre, t'es devant. Ton père est pas vitrier. Hein. Ah, mais sauf que les gens se posent tous devant. Ah bah là... Ce qui fait vraiment l'essence de l'appareil jetable, c'est que pour prendre une photo, il suffit de faire avancer la molette, viser et déclencher. Et là où est le génie de l'invention de l'appareil jetable, c'est que pour arriver à proposer un appareil sans réglage qui donnera quand même des photos bien exposées, on va se servir du fait que les négatifs couleurs supportent particulièrement bien la surexposition. Au final, la plupart des photos prises avec un jetable sont surexposées et c'est en fait au moment du tirage ou du scan qu'on va ramener les photos à une luminosité correcte. Ah, il me gâche la photo. Une photo bombe là. J'avoue. Ouais, tant pis. Ils t'ont niqué ta photo. Ok, parfait. Ça valait le coup d'attendre. À peu de choses près, les 3 appareils qu'on teste aujourd'hui ont une vitesse d'obturation à 1 centième de seconde, ce qui est suffisant pour figer le mouvement sans trop perdre de luminosité. Pour ce qui est de l'ouverture du diaph, elle est autour de f10, qui est une valeur qui permet d'exploiter ce qu'on appelle l'hyperfocale,
qui est ce point de réglage de la mise au point où la profondeur de champ est maximale et va nous donner des images nettes d'environ 1 mètre jusqu'à l'infini. On a donc 2 des 3 variables de l'exposition qui sont quasiment identiques sur les 3 appareils, la dernière étant la sensibilité du film, et c'est là que Kodak marque une vraie différence par rapport à ses concurrents. Chez Fuji et Agfa, on a des émulsions de 400 ISO, alors que chez Kodak, on aura une émulsion 800 ISO qui pourra mieux supporter l'obscurité que les 2 autres. Ils se sont arrêtés en plein milieu. De quoi? Ils ont taillé les 3 buissons là-bas, et après ils se sont arrêtés. J'avoue. Mais c'est quoi ce travail? On est quand même sur un des spots les plus touristiques du monde. C'est Paris, les Vous gars. nous mettez la honte là avec vos buissons mal taillés. Non mais franchement. C'est vrai que c'est un des spots les plus touristiques du monde. C'est fou Bah quand même. oui, hein. Pour avoir une idée de la limite que peuvent théoriquement supporter ces appareils jetables, on peut se référer au principe du Sunny 16 qui nous permet d'estimer les bons réglages avec la seule observation de la lumière. Avec ça, on peut calculer que la Fuji et l'Agfa sont réglés pour supporter une journée couverte, alors que la Kodak pourra aller jusqu'au coucher du soleil et donnera des ombres moins bouchées que les 2 autres. Au final, les 3 appareils pourront quand même donner des photos correctement exposées toute la journée en extérieur, mais il faudra par contre utiliser le flash en intérieur ou une fois la nuit tombée. Quand on met les 3 pellicules côte à côte, la Fuji et l'Agfa ont un look très similaire, alors que la Kodak se démarque des 2 autres avec une colorimétrie plus chaude et équilibrée. Comme on l'a vu dans la vidéo sur les pellicules 800 ISO couleur qu'on a faite sur la chaîne, l'émulsion utilisée par Kodak dans le Funsaver est probablement une Gold 800, une pellicule qu'on ne trouve plus que dans les appareils jetables ou reconditionnés par Lomographie dans la Lomo 800. Comme son nom l'indique, la Gold 800 qui est préchargée dans le Funsaver donne un look au teint doré qui est plus doux et naturel que les émulsions présentes dans les 2 autres appareils jetables qu'on teste aujourd'hui. La Fuji et l'Agfa ont elles une teinte qui tire plus vers le rouge magenta, surtout dans les ombres, qui donne une reproduction des couleurs un peu moins naturelle. C'est bien Paris, la ville de l'amour. City of Love. Sur le site officiel de Fujifilm, on nous dit que le Quick Snap est préchargé avec une Superia Extra 400, qui n'est plus vendue en pellicule seule par Fujifilm depuis 2023, puisque remplacée par la Fujifilm 400. Donc décidément, les fabricants aiment bien nous mettre des pellicules discontinuées dans leurs appareils jetables, d'autant qu'Agfa fait exactement la même chose en nous donnant une Agfa Photo Vista 400, une émulsion qui a aussi disparu de leur catalogue. Mais vu que la Vista 400 est en fait une Extra reconditionnée, on comprend donc d'où vient la similarité si proche dans le look de l'Agfa Le Box et du Fujifilm Quick Snap, les 2 émulsions étant finalement les mêmes. Quoi qu'il en soit, les émulsions qu'on trouve aujourd'hui dans les 3 appareils ont une très bonne dynamique, qui est la capacité d'une pellicule à ne pas perdre d'informations, à la fois dans les parties très lumineuses et très sombres. Mais elle est bien vraiment cette photo. Je sais pas. Il y a le pied d'arbre et derrière les gens qui jouent au basket. Ah oui, ok. J'ai peut-être eu en l'air, je sais pas. Ah ouais. J'essaye d'avoir que le ballon et le panier à chaque fois. Mais... Ok. Yay. Super. Ça va être cool. C'est bon? Ouais. Au niveau de la taille du grain, il est assez fin sur les 3 émulsions, et même si on pourrait s'attendre à ce que le grain de la 800 ISO soit plus fort que celui des 400 ISO, l'émulsion de chez Kodak est au niveau des standards de la marque, puisque la différence de grosseur du grain est pour moi imperceptible.
Ce grain très peu présent, il va nous permettre d'avoir des images bien définies, qui vont être finalement plus limitées par les qualités de l'optique de chaque appareil que par les performances des émulsions. T'es accordé au parasol. Ah ouais, couleur Perrier. Couleur Perrier, ouais. Et un énorme groupe qui débarque. Comme toujours dans cette vidéo finalement. C'est pas grave. Vu que les appareils jetables sont faits pour avoir une durée de vie extrêmement courte, tout est fabriqué en plastique jusqu'à l'optique qui est installée dessus, ce qui impacte très fortement la qualité et le rendu des photos. Est-ce qu'on va en haut de la Tour Eiffel, Alain? Vous voulez faire une vidéo touriste, faut monter en haut de la Tour Eiffel en vrai. Hein. En vrai, c'est pas mal, non, je trouve. Bah ouais, c'est cool, non? Allez, let's go. Let's go. Ah, trop cool. Ah, je suis trop contente. On va voir, hein, parce que après, c'est combien? Sommet 36,70 € par personne. Oh fuck. Bah, au pire, je rack. Hein. Allez, ça part. On va monter en haut de la Tour Eiffel. Ah, je suis trop contente. Si je m'attendais à ça en faisant tourner aujourd'hui. Ah, je suis trop contente. Je crois que ça fait genre déjà 10 fois que je le dis, mais je suis trop refaite de monter en haut de la Tour Eiffel. La Dame de Fer. La Dame de Fer. Ah, c'est cool. C'est cool de pouvoir être en dessous en vrai. Allez, allons faire la queue. J'ai déjà un peu le vertige. Moi aussi, je suis pas... On n'est pas tout en haut. On n'est qu'au 2e étage. J'avoue, j'ai un peu le foufou. Sur les 3 appareils, on a des optiques qui ont un angle de vision un peu large, autour de 30 mm, mais qui donnent des performances extrêmement basses par rapport aux optiques en verre classiques. Trop stylé. Franchement, c'est trop stylé d'ici là. Globalement, les objectifs de ces appareils vont avoir des performances correctes au centre de l'image, mais perdre très vite en qualité à mesure qu'on se rapproche des bords. On peut voir un vignettage assez prononcé, qui donne des bords d'image plus sombres et moins nets qu'au centre, mais aussi un effet de distorsion qui va étirer les bords dans un effet de fisheye inversé. Mais malgré ces caractéristiques qui sont communes aux 3 appareils, ils n'ont pas pour autant exactement les mêmes performances. Si on prend cette photo du vendeur de rue et qu'on zoome dans le centre de l'image, j'ai l'impression qu'on a une définition légèrement plus élevée du côté du Agfa Le Box, alors que le Fujifilm Quick Snap nous donne au contraire un côté assez doux dans sa définition. A l'inverse, quand on se rapproche des bords, je dirais que le Fuji est celui qui performe le mieux, avec moins de vignettage et une meilleure définition, alors que l'Agfa est le moins performant des 3. On peut donc préférer une optique performante au centre, mais avec beaucoup de vignettage comme l'Agfa, ou alors une optique plus régulière, mais avec une définition générale plus faible, comme on a sur le Fujifilm. Si on cherche des performances plus équilibrées, on peut alors se tourner vers le Kodak FunSaver, qui se situe vraiment entre les deux au niveau de la définition globale et du vignettage. J'ai eu avec sa casquette mini. Ouais, ah, trop bien. Je la trouvais trop cool, sa casquette mini. Elle est refaite, hein, elle a fait la Tour Eiffel, Disney. Oh waouh, c'est compliqué ici. Ouais, ouais. Il y a vachement de monde. Hein. Ouais, c'est dur de trouver. Hein. Je pense que ça pourrait être bien pire. Ouais, oui, c'est clair. Il n'y a pas grand chose à faire. Ouais. C'est pas très intéressant. En fait, il y a trop de monde. En fait, c'est plus intéressant en dessous, je trouve. À ce moment-là de la sortie, je suis arrivé au bout des 27 poses du Fuji et de l'Agfa, alors que le Kodak avait encore une douzaine de photos à faire, parce que contrairement aux 2 autres, le FunSaver, lui, existe en version 27 et 39 poses.
C'est d'ailleurs une très bonne option de chercher une version de 39 poses pour réduire les coûts, parce que le prix du développement au labo sera le même quel que soit le nombre de photos sur la pellicule, ce qui fait que pour le même prix, on a plus de photos. Au moment où je fais cette vidéo, les 3 appareils sont trouvables autour de 20 € pour 27 poses, même si les prix peuvent parfois varier d'un vendeur à l'autre, surtout pour le Kodak qui a plusieurs variantes, alors ça peut valoir le coup de comparer avant d'acheter. Vu qu'on a fait cette sortie en pleine journée, j'ai pas vraiment pu tester le flash des appareils, mais j'ai profité des photos qui me restaient sur le Kodak après le tournage pour faire cette photo et vous montrer le rendu au flash une fois la nuit tombée. On peut y voir que sur le FunSaver, le flash est assez puissant pour aller éclairer un peu le mur du fond, qui doit être à 4-5 mètres de l'appareil, et surtout avoir le sujet principal bien exposé. Pour moi, ce genre de photo, c'est ce qui fait le gros avantage de ces appareils, qui est de pouvoir shooter à la volée et avec une seule main, pour pouvoir faire des photos sans se prendre la tête, mais qui créent de vrais souvenirs. J'aime bien quand t'as ta petite tête satisfaite de « Ah, elle va être bien celle-ci ». Comme je le disais, j'ai pas pu tester les flashs des 3 appareils pour comparer leurs performances, mais pour référence, les boîtiers indiquent qu'avec le FunSaver, on peut exposer au flash jusqu'à 3,50 m et 3 mètres pour le Quick Snap et l'AGFA. Chez Kodak, on a aussi un autre modèle qui s'appelle le Power Flash et qui peut éclairer jusqu'à 4,50 m, ou alors on peut économiser quelques euros en prenant le Kodak Daylight qui lui n'a pas du tout de flash. Comme je le disais en intro, cet appareil est vraiment destiné à tout le monde, de l'enfant de 8 ans que j'étais, au photographe professionnel qui veut pas se prendre la tête pendant ses vacances. On a évidemment une grosse dimension nostalgique qui va s'ajouter au côté argentique, avec le bruit de la molette à chaque prise de vue, et le rendu basse définition qu'on a avec ces optiques en plastique. Parce qu'au final, avec un appareil jetable, est-ce qu'on rechercherait pas cette esthétique de mauvaise qualité, avec des photos pas vraiment nettes, mal cadrées, et avec le doigt qui traîne devant l'objectif? Si vous êtes encore là, j'imagine que cette vidéo vous a plu, alors pensez à vous abonner, ça aide vraiment la chaîne à progresser, et puis je vous dis à la prochaine!